She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, Your granddaughter. wherever they are. Bonjour, nous sommes à la 20e heure des 24 heures chrono de l'International, en direct des studios de TV5 Monde. Nous voici maintenant dans la plus grande ville et capitale de l'Uruguay, Montevideo, principal port du pays situé sur la côte atlantique. Montevideo et sa métropole comptent aujourd'hui plus d'1,3 million d'habitants, soit presque la moitié de la population de ce petit pays. Siège du Mercosur, le marché commun qui regroupe plusieurs pays d'Amérique latine et de l'ALADI, l'association latino-américaine d'intégration. Montevideo apparaît ainsi comme une destination de choix pour les entrepreneurs et les investisseurs français qui souhaitent s'implanter en Amérique du Sud. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Patrick Patelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au CMS Bureau Francis Lefebvre Mercosur, bureau que vous avez fondé à Montevideo en 1999, spécialisé en droit des affaires, et vous êtes également conseiller du commerce extérieur. Et avec nous également monsieur Arnaud Villot, bonjour. Vous êtes senior vice-président en charge du développement, de la construction et des services techniques et du design pour Sofitel Monde. Alors, on va commencer dès à présent avec Monsieur Patelin. Monsieur Patelin, quels sont les secteurs porteurs à Montevideo, les secteurs dans lesquels les Français souhaitent venir s'installer ? Alors, le premier secteur, bien évidemment, c'est le tourisme. Je dirais, j'ai Accor juste à côté de moi, il serait difficile de faire autrement. Dans les autres secteurs, l'agriculture, bien évidemment. Dans l'agriculture, la partie vinicole, mais également tout ce qui est campo en général. Et ensuite, je dirais l'élevage. L'élevage de l'élevage, on va du poulet jusqu'à la vache bovine. Et c'est des secteurs dans lesquels sont présents les Français ? Quelques Français. Ah oui. Mais les entreprises, les principales entreprises, bien évidemment, sont dans des activités traditionnelles. Alors, l'activité traditionnelle en Uruguay, c'est la laine, c'est également la distribution, je pense au groupe Casino, c'est également tout ce qui est réseau, d'assainissement, l'eau, avec le groupe Aguasalus, qui est le groupe Danone, donc une activité assez importante, je crois que monsieur l'ambassadeur va nous décrire. Pas tout de suite. Ah bon. Monsieur Arnaud Villot, justement, donc vous qui représentez Sofitel aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'investir à Montevideo dans un hôtel qui devrait ouvrir le 1er mars 2013 ? 1er mars 2013. Alors nous sommes déjà sur une stratégie de développement chez Sofitel. Je rappelle que Sofitel, c'est la chaîne française du luxe à l'international. Et nous avons une stratégie de développement pour s'implanter dans toutes les villes européennes et mondiales, les capitales, donc notamment en Amérique latine, où nous sommes présents depuis 2002, en Colombie, à Rio, au Brésil, et puis en Argentine. Et Montevideo ? Montevideo, c'est une formidable opportunité pour nous, parce que c'est d'abord un lieu, bien sûr une destination qui attire, lointaine, mystérieuse quelquefois, mais aussi un lieu, donc ce bâtiment historique de Carrasco, que vous connaissez, qu'on découvre entre l'aéroport et la Ciudad Vieja de Carrasco, et qui est sur le Rio Plata, donc avec une vue magnifique. Ce bâtiment historique, aujourd'hui, c'est pour nous l'opportunité, en tant que chaîne hôtelière, de le refaire vivre, de le faire revivre avec notre clientèle qui va nous accompagner et qui va être présente avec nous pour faire vivre cet hôtel. Alors, comme vous qui avez fait ce choix, d'autres entreprises veulent s'y installer. Quelles en sont les modalités ? On écoute tout de suite Philippe Pinet, qui est président de la société Muraciol. Il est très facile de monter une société en Uruguay. Tout d'abord, les gens sont très sympas et accueillants. Deuxièmement, le pays a mis en place un service de guichet unique, ce qui facilite les démarches à faire pour les investisseurs étrangers. Et aussi, il y a une autre façon plus rapide que c'est d'acheter une société déjà établie ou déjà composée. Et avec ça, on peut se mettre en route tout de suite notre affaire.
Donc, il y a eu l'ouverture de ce guichet unique qui a facilité l'installation de sociétés. Quelles sont les autres formalités administratives et juridiques, Monsieur Patelin ? Alors, il y en a plusieurs, mais enfin, elles sont comparables à celles qui existent en France. Hein. C'est pas plus compliqué, c'est peut-être un peu plus long. C'est un peu la France des années 60-70. Bon, donc il y a tout simplement, vous pouvez soit acheter une société qui est déjà existante. La première forme, je dirais, c'est l'agence. Hein, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est la société. L'agence, c'est-à-dire que vous prenez un agent, comme Murasiol par exemple, et vous choisissez d'investir finalement, enfin de vendre vos produits à travers cet agent. Ensuite, la deuxième forme, c'est tout simplement la création d'une société, ex nihilo. Donc ça prend un peu de temps, il faut compter à peu près, on va dire, un mois pour créer une société. Ensuite, la troisième forme est l'achat d'une société, l'acquisition, pure et simple. Donc là, c'est beaucoup plus rapide. Il faut prendre un certain nombre de précautions, comme dans tous les pays du monde. Et puis la quatrième forme, c'est le partenariat, où vous trouvez un partenaire local qui va vous permettre de développer votre activité. Et je crois que c'est cette forme qu'ont choisi plusieurs sociétés. Comme Sofitel. Tout à fait. Alors, je rappelle, Sofitel, c'est une société de management, de gestion. Et dans le cadre de Carrasco et de ce projet à Montevideo, nous intervenons en tant que partenaire. Il y a une société concessionnaire qui a eu donc le droit d'exploiter l'hôtel pendant 30 ans. Et à ce titre-là, nous les accompagnons pour cette durée et ce partenariat. Et quels en sont les avantages ? On prend finalement un peu moins de risques, on est plus accompagné. Quels en sont les avantages d'un partenariat comme ça avec une société locale ? Alors, Allez-y, monsieur. Chaque groupe a sa stratégie. Hein. Il est difficile. Prenons quelques exemples. Le groupe Casino, par exemple, a choisi d'avoir un partenaire. Mais parce que c'est plus facile, c'est mieux vécu. Ou le groupe chargeur également. Parce qu'effectivement, localement, il est toujours important d'avoir des gens fiables à côté et de pouvoir, quand on ne connaît pas trop un marché, c'est un premier pas qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Oui. Monsieur Patelin, on va revenir aussi sur la fiscalité. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fiscalité des entreprises ? Est-ce qu'elle est plutôt avantageuse ? Alors, elle est plutôt avantageuse, bien évidemment, par rapport à la France. Enfin, toujours, vous savez, avantageux, il faut toujours raisonner par rapport à quelque chose, hein, que ce soit dans beaucoup de domaines, mais notamment dans celui du droit. La première remarque que je ferai, et la première question qu'il faudrait se poser, serait celle de savoir si, ce qui est le cas en l'occurrence, l'Uruguay est un pays qui présente une sécurité juridique satisfaisante. La réponse est oui. La deuxième question, et je reviendrai à ce sujet plus tard si vous le souhaitez, la deuxième question que l'on peut se poser est celle de savoir si effectivement la fiscalité uruguayenne est satisfaisante. La réponse est oui aussi. Alors à un certain moment, elle était dans cette fameuse liste grise. Donc elle pouvait être considérée comme étant un paradis fiscal. Et aujourd'hui, l'Uruguay est complètement sorti. C'est le dossier classé. Voilà. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Alors cette fiscalité, vous avez une fiscalité qui est de 25% pour les sociétés anonymes, l'impôt sur les sociétés. En France, on est aux alentours de 33 plus les taxes, on va arriver à 35%. Ensuite, vous avez un impôt sur les personnes physiques. Pour parler de grands ensembles, hein, très saillants, personnes physiques, ce sera entre 0 et 30%. Mais lorsque vous êtes travailleur indépendant, vous avez la possibilité d'opter pour un régime fiscal un peu plus bénéficiaire, et ce sera un système fiscal au forfait qui sera de 12%. Ensuite, vous avez un impôt sur la valeur ajoutée qui sera également assez réduit, suivant si le bien a été acheté, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais avant 2007 ou après 2007. Donc il reste quand même certains avantages. De très nombreux avantages. Parfait. Le principal avantage pour une entreprise uruguayenne, lorsqu'elle a réellement une activité économique sur place, ce qui est le cas pour toutes les entreprises françaises, je n'ai pas la prétention de connaître les autres entreprises européennes, le principal avantage, c'est de pouvoir... c'est une fiscalité qui se réduit pour les entreprises au territoire uruguayen. Ça veut dire que tout ce qui est de source étrangère à l'Uruguay n'est pas soumis à l'impôt uruguayen. Voilà la raison pour laquelle un certain nombre d'entreprises ont choisi également aussi, avec une substance, ce pays. Nous allons en reparler après une courte page de publicité.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. L'Uruguay, un pays qui apparaît assez favorable aux entrepreneurs étrangers. Alors, quels sont les avantages au développement d'une entreprise en Uruguay ? Très rapidement, il y a deux types d'avantages. Le premier, il est effectivement juridique, d'abord parce que c'est un des rares pays de la zone où vous n'avez pas de contrôle-échange, à la différence notamment de l'Argentine et du Brésil, donc c'est important. Vous pouvez librement changer donc, les montants et rapatrier vos dividendes. Ensuite, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sécurité juridique importante. Et sur la partie économique, c'est un laboratoire qui peut être très intéressant parce qu'il est plein d'Argentins et de Brésiliens. Et donc, ça peut être intéressant pour se développer après sur le reste de la zone. C'est un pays en test, en quelque sorte. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Mais écoutez, nous, bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord. Pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, notre stratégie n'est pas non plus d'investir et sur la construction, par exemple, de l'hôtel. C'était vraiment donc de notre savoir-faire sur le service. Donc la valeur ajoutée de notre chaîne, c'est tout le service. Sur la partie sur cet investissement en fait de la construction, il a fallu du temps. On a démarré en 2008. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2012. Donc ce sont 4 ans de rénovation où nous avons accompagné donc, nos partenaires. Et je dirais qu'un des facteurs sur l'Uruguay aujourd'hui par rapport aux entreprises, c'est le temps, prendre le temps pour s'installer, pour connaître les gens. Pour revenir sur Monsieur Patelin ici disait que le Montevideo pouvait servir de laboratoire pour aller vers le Brésil et l'Argentine. Vous, par exemple, vos clients, ils vont venir d'où ? Alors notre clientèle, elle est bien sûr internationale. Et elle est aussi régionale et locale. Et 50% clientèle d'affaires, 50% touristes. Aujourd'hui, la clientèle régionale, elle est principalement du Brésil, de l'Argentine, bien sûr. Et puis la clientèle internationale, elle est européenne, elle est américaine. Chez Sofitel, nous avons un mix qui est assez équilibré. La clientèle locale est très oui aussi. Justement, est-ce que vous avez le marché, est-ce qu'il n'est pas un peu trop limité puisque le pays est quand même de petite taille ? Alors, oui et non. Objectivement, effectivement, on n'avait que 3,5 millions d'habitants. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit énorme. Mais dans la mesure où vous avez un type de clientèle bien particulier, et notamment beaucoup d'Argentins et de Brésiliens, ça vous permet d'avoir des sensations sur ce que... il n'y a pas très longtemps, il y a quand même 1 an ou 2 ans, j'étais contacté par une entreprise dont je ne peux pas, je tairai le nom, mais qui produit des sodas. Bon, et ils hésitaient pour aller sur l'Argentine ou le Brésil parce que vous avez des montants d'investissement assez importants. Mais ils pensaient s'installer effectivement en Uruguay. Alors l'exemple Accor est un exemple inverse, où là, ils considèrent, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a une clientèle suffisante en Uruguay, parce que l'Uruguay, par lui-même, attire. Il faut savoir qu'en ce moment, à Punta del Este, il doit faire 34 ou 35 degrés. Je salue d'ailleurs nos amis de Punta del Este. Mais vous avez à peu près 1 million de personnes supplémentaires qui sont là en janvier, en février. On va revenir tout de suite après une vidéo où Max Pâtissier, qui est directeur technique à l'INES, nous parle de la facilité de recruter du personnel à Montevideo. L'emploi en Uruguay, il est difficile de généraliser, donc je ne vais prendre que l'exemple de l'informatique. Et ici, c'est le plein emploi, très difficile de trouver de nouveaux ingénieurs. Donc, il y a une rotation du personnel qui est assez forte. Par contre, le gros avantage est qu'il n'y a pas de différence culturelle entre l'Europe et l'Uruguay. La qualité de travail est bonne. Par contre, l'Uruguayen est un peu l'anti-chinois. Rien ne le fait plus plaisir que d'aller se promener sur la Rambla et de regarder un match de foot. Je vois sourire à la vision de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est pour revenir à ce problème de temps, qui n'est pas d'ailleurs un problème. Enfin, c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre aussi. Et donc, le temps, c'est ce qui nous a fallu aussi à Montevideo pour nous implanter, pour être présents et pour recruter. Alors ça, c'est sur la réhabilitation et dans un second temps pour le personnel de l'hôtel. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que ça se passe toujours puisque l'hôtel n'est pas encore ouvert ? Alors avant le recrutement, il y a toute la partie service, donc les services que nous avons apportés durant cette période, avec, je citerai une femme, Sybille de Margerie, qui est une grande décoratrice internationale, donc qui est intervenue avec nos partenaires pour la décoration de l'hôtel, et puis tous les artisans locaux
qui ont travaillé. Alors là, c'est le savoir-faire local sur la feuille d'or, sur la restauration de certains bois, Et donc ça a été l'utilisation du facile. cuir. Est-ce que les artisans locaux, par exemple, sont qualifiés, par exemple? Tout à fait qualifié et avec toujours cet art de prendre le temps pour bien faire les choses. Alors Et- pour le personnel d'hôtel, c'est un peu plus compliqué. Alors pour le personnel d'hôtel, une autre femme, Madame Marie Bérangère Chapoton, qui est notre directrice à Montevideo, peut-être que vous la connaissez, vous l'avez rencontrée, qui est d'ailleurs que nous appelons ambassadrice, puisque tous nos employés sont des ambassadeurs. Donc c'était un petit clin d'œil pour Jean-Christophe Poton, monsieur l'ambassadeur, mais elle a pris en charge donc le recrutement du personnel. 82% de nos employés sur Montevideo, sur l'hôtel Carrasco, sont uruguayens. Et donc, il y a 4 écoles de tourisme, je crois, à Montevideo, et qui sont chacune spécialisées. Et nous avons, au total, nous aurons 165 ambassadeurs dans l'hôtel. Donc vous avez vraiment privilégié les locaux et les Uruguayens. Oui. Et Mais- nous sommes très contents Nous pensons que ça va être un très bon lancement. Merci Monsieur Viot pour votre témoignage. Bon Merci. courage pour l'ouverture de l'hôtel. Nous allons faire une courte page de publicité. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International consacré à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. J'accueille tout de suite Fabiola Fabre, bonjour. Bonjour. Vous résidez depuis 17 ans à Montevideo. Exactement. On va tout de suite se tourner vers Monsieur l'ambassadeur qui est avec nous via Skype, Jean-Christophe Poton. Monsieur l'ambassadeur, combien de Françaises sont établies en Uruguay et à Montevideo et quel est leur profil? Alors, bonjour, nous avons aujourd'hui enregistré au consulat, c'est-à-dire de Français que nous connaissons, près de 3000, qui est un chiffre qui évidemment a l'air petit. J'ai écouté tout à l'heure votre émission sur Genève et la Suisse avec 160 000 Français, 3000 c'est tout petit. Mais il y a deux choses à dire sur ces 3000. C'est, d'une part, c'est une progression extrêmement forte. Nous vivons, j'y reviendrai si vous voulez sur le plan économique, mais nous vivons des années assez exceptionnelles de l'Uruguay, de la France en Uruguay. Et on avait 1100 inscrits en 2007, on en a près de 3000 aujourd'hui, 40% d'augmentation en 5 ans, c'est assez exceptionnel et je crois qu'il y a beaucoup de raisons à ça, que les Français apprécient le pays. Et quel est leur profil? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes diplômés? Alors, il y a une base de binationaux qui sont en Uruguay depuis très longtemps. Il y a eu historiquement de grandes vagues d'immigration en Uruguay. On pense qu'à la moitié du 19e siècle, peut-être un tiers de la population du pays était française ou d'origine française, ce qui est extraordinaire. La France a une marque très très forte dans ce pays. Et donc, on a un certain nombre de binationaux. Tous ces Français immigrants historiques ont évidemment perdu la nationalité au fil des temps. Mais il y a eu des vagues d'immigration plus récentes et des gens qui sont installés, qui ont gardé la nationalité. Et on a entre un tiers et la moitié de notre communauté qui est beaucoup plus récente et qui est un peu de tout profil, un certain nombre de retraités, beaucoup de jeunes qui viennent créer quelque chose et de façon un peu étonnante, assez peu d'expatriés au sens classique du terme dans des entreprises. On a une présence économique très forte ici, avec beaucoup de filiales françaises qui emploient beaucoup de monde, et la plupart de ces filiales sont dirigées par des Uruguayens et comptent comme agents pratiquement que des Uruguayens, parce que la main-d'œuvre ici est de très très bonne qualité. Et donc, on a relativement peu de Français qui viennent s'expatrier dans ces entreprises, sachant que c'est en train de changer un petit peu à cause d'investissements récents et du fait que le marché se développe. Les entreprises françaises d'ici, les filiales des entreprises françaises d'ici font des affaires qui paraissent
assez excellente, qui, vu de l'ambassade, paraît très bonne, et qui recrute un peu plus de Français. Et il y a des nouveaux investissements. On est dans une période historiquement totalement exceptionnelle d'investissements nouveaux en Uruguay. Le premier, celui qui a lancé un peu la mode, c'est Sofitel, hein, que vous avez sur votre plateau, et qui sera l'investissement le plus français, puisque la directrice sera un cas un peu à part, parce elle sera française, elle est française, et que Sofitel va donner une marque française à l'hôtel de luxe. C'est un événement extrêmement important en Uruguay. Hein. Ça faisait 15-20 ans qu'on attendait la restauration de ce qui est le plus bel hôtel du pays, et c'est un investissement très visible. Donc on a Sofitel. Pour revenir un peu sur les flux migratoires dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau culturel entre Uruguayens et Français ? C'est quelque chose d'extrêmement surprenant pour quelqu'un comme moi, un diplomate qui arrive dans ce pays très lointain, sans évidemment le connaître bien. C'est la proximité culturelle et de mentalité entre les deux pays. C'est assez extraordinaire. Nous sommes à 11 000 km de la France, mais dans un bout d'Europe. Et un bout d'Europe qui est largement français, espagnol, italien. Et au point de vue culturel et mentalité, qui est même, je dirais, presque plus français que italien ou espagnol. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ceci dit, cette proximité très très forte facilite énormément l'implantation à la fois des entreprises et des hommes et femmes qui viennent. Et en même temps, il y a bien sûr des différences. Les Uruguayens ne sont pas des Français, les Français ne sont pas les Uruguayens. On en parlera après. Le témoignage de Sylvie Trinquel-Pâtissier qui vient nous parler de la qualité de vie à Montevideo. Bonjour Paris, ici Montevideo, la qualité de vie est très proche de celle d'une grande ville de province. Très agréable, en particulier avec des enfants, parce qu'il y a de l'espace, il y a beaucoup de services. Ici, on collectionne les magnets pour être livrés à domicile sur le réfrigérateur. La gentillesse des Uruguayens est un vrai plus. À l'inverse, la sécurité routière est un moins, comme la sécurité en général qui prend une tendance un peu inquiétante. Si l'offre de services culturels, et en particulier gastronomiques, est vraiment sur une bonne tendance, tout reste confidentiel ici dans ce petit pays. Et cette capitale qui, encore une fois, est plutôt comparable à une grande ville qui a une vraie capitale. Fabiola Fab, pardon, est-ce que vous êtes d'accord avec le témoignage de Sylvie ? Complètement d'accord. On a une très bonne qualité de vie. Les services sont très bons. Et, sur la sécurité, peut-être ? La sécurité, c'est très relatif. Hein. La sécurité, pour l'instant, on se sent très en sécurité à Montevideo. Moi, je vis tranquille, on a 4 enfants, et c'est facile, donc on ne se sent pas agressé. Vous vivez où, justement ? Je vis à 3 minutes en voiture du lycée français. Donc, c'est un quartier qui donne sur l'eau, disons, sur la Rambla. Et franchement, c'est simple, c'est sympa, c'est sûr. Moi, je me sens en sécurité. Au niveau du logement, pour revenir un petit peu sur cette thématique, est-ce que ça coûte cher de vivre à Montevideo ? Par rapport à Paris, non. Autrement, on doit se situer... Alors, tout dépend des quartiers. Pour rebondir un peu sur... je dirais que l'Uruguay est un pays qui se mérite. C'est peut-être... Alors, il est loin, d'abord, c'est vrai. Mais c'est en même temps un pays qui m'a beaucoup touché parce qu'il est harmonieux. Sur le plan social, les gens sont très proches les uns des autres. Vous n'avez pas cette différence qui peut exister comme dans d'autres pays, notamment dans les autres pays de Mercosur. Ensuite, pour vivre, alors vous avez plusieurs quartiers. Vous avez Carrasco, où se trouve le groupe Accor, qui est un quartier où, pour donner quelques chiffres peut-être, le mètre carré doit être entre 3 000 et 5 000 $, le mètre carré. Bucios, on doit être à Positos, on doit être à 3 000 aussi, 4 000. Et puis ensuite, vous avez la vieille ville qui est en train de rénover. Là, on est plutôt aux alentours de 2 000 2 500 $ le mètre carré. On va revenir tout de suite avec toujours Sylvie Trinquel-Pâtissier, qui est devant le lycée français, qui nous parle du coût de la vie. Le coût de la vie, il y a 10 ans, était un vrai plus. C'est plus du tout vrai aujourd'hui. Si on prend le coût du pain, il était à 1/4 d'euro, aujourd'hui il est quasi à 1 euro. Donc aujourd'hui, on a un coût de la vie qui est assez comparable à celui de la France, avec même des postes peut-être plus onéreux au niveau des écoles privées bien sûr, et au niveau de la santé. Fabiola, elle parle d'une hausse des frais de santé. Elle parle là
kilo de pain, 1 euro. Ici, début la baguette. Donc, il y a une grosse différence. Et pour les frais de santé, La santé, oui, ça a augmenté, oui. C'est privé, et d'habitude, enfin, les expatriés, même si on n'est pas trop nombreux, mais c'est privé, et ça a augmenté, oui. C'est-à-dire que 30%, dans les 30-40% les 10 dernières années. Combien ça coûte, par exemple, d'aller voir un médecin? Et dans le privé, comme ça, c'est 1500 pesos uruguayens la consultation. Ça fait... et ça fait $70, à peu près. Ouais, voilà. Et le spécialiste, j'imagine? Le spécialiste, voilà. D'accord. Mais une assurance, nous, on est une famille, on est 6 personnes et on paye $500 par mois. Je parle en dollars parce que là-bas, c'est presque dollarisé. C'est $500 par mois, une assurance bonne, moyenne, haute. Voilà. Pour la famille ou par Pour la famille. Pour la famille. Justement, à propos de la santé, on va revenir sur la convention sécurité sociale qui a été signée entre la France et l'Uruguay avec Nicole Deletan, directrice de la communication au CLES. Il y a une convention qui a été signée en décembre 2010 avec l'Uruguay. Cette convention a été ratifiée par le Parlement uruguayen et elle est en cours de ratification au Parlement français. Donc une convention devrait entrer prochainement en vigueur. Cette convention va apporter une coordination en matière d'invalidité, de vieillesse et de survivants. C'est quand même important, c'est-à-dire que grâce à cette convention, les Français qui ont travaillé en France et en Uruguay vont pouvoir bénéficier de leur pension de vieillesse et pour la liquidation de leur pension française, on pourra prendre en compte les périodes d'assurance accomplies en Uruguay. C'est-à-dire que les intéressés bénéficieront de 2 pensions, une pension française, une pension uruguayenne. Et pour la liquidation de la pension française notamment, on pourra prendre en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension les périodes d'assurance accomplies en Uruguay. Et nouveauté aussi de cette convention, les nouvelles conventions sont faites de cette manière-là. Non seulement on pourra prendre en compte les périodes d'assurance accomplies en Uruguay, mais on pourra également prendre en compte les périodes d'assurance accomplies dans d'autres pays qui sont liés à la France et à l'Uruguay par une convention de sécurité sociale. Monsieur l'ambassadeur, un mot sur cette vidéo et peut-être à quand cette convention va-t-elle rentrer en vigueur? Le plus tôt possible, nous l'espérons tous. Nous sommes dépendants des délais normaux du Parlement français. On est vraiment dans des délais normaux. On espère, nous, un vote au milieu de cette année. Très bien. Un dernier mot pour les Français qui souhaiteraient s'expatrier à Montevideo? Ils seront très bien reçus. C'est un pays familial. La communauté française active se voit assez souvent. Il y a pas mal d'activités. À l'ambassade, on essaye de recevoir tout le monde et d'être le plus ouvert possible. Donc l'installation personnelle ne pose pas beaucoup de problèmes. Et on sera ravis de voir de nombreux nouveaux Français venir nous rejoindre. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Madame Fab. Merci beaucoup, Monsieur Patelin. Cette émission touche donc à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dès 19h, retrouvez la suite de notre tour du monde avec une émission consacrée à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.